Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur le transport ferroviaire, fluvial et combiné où nous aborderons la conjoncture actuelle et les perspectives autour de ces modes. Je suis Hilda Arnam, associée au sein du cabinet Eurogroupe Consulting et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Cornet qui est déléguée au transport terrestre à l'AUTF. Bonjour. De Émilie Carpens qui est directrice de projet fluvial chez IKEA. Bonjour. De Nathalie de Bézieux qui vient de chez Rocket et qui s'occupe des achats globaux de transport. Eh bien bonjour. Et enfin, notre homme du jour, Aurélien Barbet, délégué général au GMTC. Bonjour à tous. Nous allons commenter ensemble pour vous les résultats du baromètre de transport que nous réalisons tous les ans avec l'AUTF. Donc, au menu, on va regarder quelle est l'utilisation des modes ferroviaires, fluviales et combinés. On fera un petit focus avec Aurélien justement sur l'Observatoire du transport combiné et les chiffres sur l'année 2024. On regardera également la lisibilité et la compréhension du système ferroviaire et fluvial, la satisfaction évidemment des chargeurs sur ces modes-là, ainsi que la qualité de service. Et nous finirons sur le sujet du report modal, comment est-ce qu'il évolue, en tout cas sur cette année 2024. Peut-être un petit mot sur le panel pour vous décrire les entreprises qui nous ont répondu cette année. Alors principalement, on est sur des grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires plutôt significatif. À 84%, c'est plutôt des industriels et 16% des distributeurs. Donc les secteurs d'activité qui sont représentés aujourd'hui sont des usagers classiques du mode massifié ferroviaire ou fluvial. Donc on va retrouver matériaux de construction et granulats, on va retrouver l'agroalimentaire, on va retrouver aussi la distribution qui est également représentée. Je te passe la parole, Aurélien, peut-être nous donner quelques indications sur le transport combiné. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler de l'Observatoire du transport combiné. Donc c'est un groupe de travail qu'on a mis en place il y a 3 ans maintenant avec plusieurs partenaires. Donc vous les avez à l'écran. SNCF Réseau, bien sûr, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. VNF, le gestionnaire d'infrastructures fluviales. Le GMTC qui pilote ce groupe de travail qui est le groupement national des transports combinés, qui représente tous les acteurs de la filière multimodale en France, l'ADEME, qui est un partenaire aussi de ce projet, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et des transports, avec notamment la DGTM, et puis l'ART également, qui a participé à ce groupe. Donc c'est vraiment un travail collectif, avec 2 objectifs principalement. Connaître d'abord notre filière d'activité en discernant les données stratégiques du transport combiné, à la fois rail-route et le transport combiné fleuve-route, et puis partager, diffuser ces données pour le bénéfice commun de la filière. Et donc, je le précise, on a sorti notre rapport annuel, la 3e édition, donc vous pouvez le trouver à l'entrée de cette salle, c'est ce document bleu qui est sorti en primeur hier. Voilà, donc on est en capacité, 3 mois après la fin d'année 2024, de vous donner tous les chiffres de cette activité en rail-route et en fleuve-route sur 2024. Et donc je vais vous présenter une synthèse un petit peu de ces éléments. Donc pour 2024, sur le combiné rail-route, on est à 18,3 millions de trains-kilomètres, ce qui fait une augmentation de la production, ce qu'on appelle la production des opérateurs de combinés, de 9,9% par rapport à 2023. Idem sur le volume transporté, donc en tonnes-kilomètres brut, on est à 23,3 milliards de tonnes-kilomètres brut transportés en combiné rail-route, ce qui fait aussi une augmentation de 9,9% des volumes.
Et en ce qui concerne le tonnage brut moyen par train, on a une quasi-stabilité globale du tonnage par train. Donc ça, c'est le combiné rail-route sur 2024 versus 2023. Alors, une précision importante, et on va y revenir, l'année 2023 a été une année extrêmement compliquée pour notre secteur d'activité, pour plusieurs raisons, mais notamment les grèves importantes qu'on a pu avoir, l'augmentation des prix de l'énergie et une conjoncture économique assez compliquée, ce qui explique ces bons chiffres sur 2024. Si on compare l'année 2024 à l'année 2022, malheureusement, on n'a pas encore rattrapé complètement le gap qui existe par rapport à 2022 et on est environ à moins 7% par rapport à 2022. Sur le combiné fleuve-route, en nombre d'équivalents 20 pieds transportés, on a une progression de 5,5% aujourd'hui des volumes en combiné fleuve-route, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant à souligner. On peut passer à la slide suivante. Donc, quelques éléments d'explication, c'est ce que je disais pour le combiné rail-route. Il faut relativiser les bons chiffres de 2024 par rapport à 2022. Et puis je voudrais aussi souligner que en 2024, les flux ont notamment, la progression de 2024 a vraiment été portée par les flux nationaux qui font plus 25% par rapport à 2023. Et malheureusement, les flux internationaux sont en négatif, notamment du fait de la fermeture de la ligne France-Italie qui passe par la Maurienne. Vous savez, on a eu un éboulement important sur ce territoire qui a coupé les liaisons France-Italie. Et donc ça s'est ressenti très fortement sur l'international. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette liaison a été rouverte hier. Et donc je pense que les flux internationaux vont reprendre de manière importante. Donc ça, c'est le combiné rail-route. Et le combiné fleuve-route, il faut souligner quand même la forte disparité qui existe selon les bassins d'activité. Vous le voyez à l'écran, hein, on a des progressions qui sont très différentes selon les bassins, Seine, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Saône, Grand Est. Donc là, il y a des raisons évidemment d'infrastructure, il y a des raisons conjoncturelles importantes. Le deuxième point que je voulais développer, c'était ce qu'on appelle l'index de conjoncture du GNTC. L'idée, c'est qu'on est allé sonder les adhérents du GNTC, qui sont les professionnels du secteur multimodal, en leur demandant ce qu'ils pensaient de ce secteur d'activité, est-ce qu'ils étaient confiants dans l'avenir, est-ce qu'ils voyaient des tendances positives pour l'année 2025, etc. Donc je vais vous livrer en primeur aussi les quelques tendances du marché de la part du GNTC. Donc vous avez à l'écran les acteurs qui ont répondu de notre côté. Donc c'est un très bon panel avec une très grande diversité d'acteurs, à la fois des transporteurs routiers qui utilisent le mode combiné, mais aussi des opérateurs de combinés ferroviaires, fluviaux, des plateformes multimodales avec des ports et éventuellement des constructeurs ou des loueurs de matériel. Voilà. Et donc quelques camemberts pour vous donner un peu une tendance sur les 12 prochains mois de 2025. Alors on a fait le sondage en février 2025. Estimez-vous que la conjoncture prise globalement va, et donc vous voyez à l'écran, la plupart des acteurs pensent quand même qu'on va être sur une conjoncture stable sur le combiné rail-route, et une autre majorité, 38%, qui pensent que la situation va se dégrader. Donc on est quand même sur une situation qui est assez mitigée, hein. On n'est pas là pour se raconter des histoires non plus. La situation est pas forcément simple du fait d'une conjoncture économique un peu incertaine, d'une conjoncture politique un peu incertaine aussi. En revanche, ce qu'on peut dire de manière très, très forte, c'est que la demande du marché, elle est très présente. Et on s'aperçoit que côté chargeurs, les transporteurs routiers aussi nous le disent, il y a une très forte demande des acteurs pour faire du report modal, notamment en combiné rail-route. Et puis deux autres points, notamment sur la question du chiffre d'affaires. Donc on a on a une majorité d'acteurs avec 41,20% d'acteurs qui pensent que ça va augmenter, et puis le même pourcentage qui pense que ça va stagner, et puis on a une petite partie qui pense que ça va diminuer. Et sur le centre de profit et l'entreprise, qui va réaliser ou pas des investissements, on a une très forte majorité d'acteurs qui vont continuer quand même de réaliser des investissements pour le combiné rail-route. Voilà pour ces différents éléments, donc on aura l'occasion de les commenter.
Mais donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ces chiffres, à consulter notre rapport, donc vous l'avez à disposition, puis il est évidemment sur les réseaux sociaux et sur le site internet du GNTC. Et c'est un travail collectif de la filière dont on est très fiers. Merci Aurélien. Du coup, la vision des opérateurs de combinés va permettre de faire écho à celle des chargeurs qu'on va vous présenter maintenant. Alors la première des questions qu'on posait, c'était de savoir quels sont les acteurs qui sont en contact avec les chargeurs pour l'organisation des flux de transport massifiés. Alors globalement, ce qu'on voit, c'est que les commissionnaires de transport sont présents pour l'ensemble des modes, soit au rang 1, soit au rang 2. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, dans le transport ferroviaire, c'est le deuxième acteur en contact, derrière et loin derrière les entreprises ferroviaires, ce qui est tout à fait logique, puisque Inde, tu nous as parlé du panel, on a beaucoup de gros chargeurs, une majorité de chargeurs embranchés, je crois à quasiment 70% de chargeurs embranchés, donc c'est tout à fait logique. Sur le ferroviaire, le combiné, le rail-route, là c'est les transporteurs routiers qui apparaissent comme le premier interlocuteur pour l'organisation des flux, c'est quand même pas anodin, à peu près équilibré toutefois avec les entreprises ferroviaires et à nouveau les commissionnaires. Cet équilibre, on le retrouve également dans le combiné fleuve-route, où vous voyez que à niveau égal, en fait, les chargeurs sont en contact aussi bien avec des transporteurs fluviaux, des commissionnaires ou des transporteurs routiers. Et en fluvial conventionnel, en revanche, c'est vraiment les commissionnaires qui sont devant. Un dernier élément qui n'est pas présenté sur la slide là, on avait posé la question de savoir si les chargeurs étaient sollicités pour développer leur flux massifié. Et ils ont indiqué l'être assez massivement, entre 70 et 80% selon qu'on se place sur le ferroviaire ou le fluvial. Je ne sais pas si Émilie, c'est votre cas chez IKEA, on vient vous chercher pour développer les flux? Alors effectivement, nous chez IKEA, on travaille aussi avec un commissionnaire de transport qui est Box2Home. En revanche, on n'est pas vraiment sollicité par les commissionnaires de transport et je l'explique par deux principales raisons. La première, c'est qu'on n'est pas un acteur historique du transport fluvial, contrairement aux céréaliers ou aux matériaux de construction par exemple. Et puis, nous avons une ligne qui est très spécifique, quotidienne, entre Gennevilliers et Paris-Bercy. On a notre entrepôt qui est basé à Gennevilliers et c'est là où on prépare les commandes de nos clients. Ces commandes, on les charge dans des caisses mobiles qui sont des petits containers multimodaux. Et ensuite, ce sont ces containers qui vont voyager. Donc, on va les acheminer sur le port de Gennevilliers. Ensuite, on va les positionner dans le bateau. Le bateau va naviguer de nuit jusqu'au quai de Bercy. Et au petit matin, ces caisses mobiles sont déchargées pour être livrées à leur destinataire. Donc c'est vraiment un flux qui est très spécifique et qui n'appelle pas forcément de démarche de la part de commissionnaires. D'accord. Merci. En tout cas, c'est certain que c'est appréciable de voir le rôle des commissionnaires se développer pour la promotion des modes massifiés, puisqu'on sait que ce sont des prescripteurs importants. Si on regarde à présent justement le système en lui-même et donc comment est-ce que l'offre elle est perçue par les chargeurs, donc en termes de lisibilité et de compréhension de cette offre, plus de 70% des répondants la jugent plutôt lisible et compréhensible, donc ce qui est plutôt un résultat assez satisfaisant. Pour autant, on note que sur le fret ferroviaire, il reste quand même 23% qui estiment que c'est pas tout à fait clair et pas tout à fait lisible. Et de même pour la partie fluviale, il nous reste les 22%. Donc le fluvial, on peut quand même souligner que la compréhension elle atteint pour un quart, donc quasiment un quart, 22%, en disant que c'est extrêmement lisible, extrêmement clair. Voilà, donc ça c'est plutôt un point important. Donc si on regarde maintenant l'adéquation de cette partie offre, encore une fois, on est sur des ratios de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers qui considèrent que c'est globalement en adéquation avec les besoins et un quart ou 30% en fonction des modes qui considèrent que ce n'est pas adapté à leurs besoins. Là-dessus, on peut mettre en regard sur l'embranchement fer, par exemple. Est-ce que un quart qui considère que c'est pas adapté à leurs besoins, pour autant ils sont embranchés fer, ça veut dire qu'il y a certainement des choses autour du service à développer encore plus. Et de même pour le fluvial, le raccordement à la voie d'eau,
ne fait pas varier significativement l'adéquation entre le besoin et l'offre. Et peut-être là-dessus, Nathalie ou Émilie, vous aviez du point de vue du chargeur, comment est-ce que vous trouvez ce système? Alors bonjour à tous d'abord, et puis effectivement sur l'adéquation par rapport à l'offre, sur ce résultat de un quart des personnes interrogées qui finalement trouvent que les offres ne répondent pas forcément à leurs besoins, ça peut peut-être aussi s'expliquer parce que pour le ferroviaire particulièrement, il y a besoin d'avoir une anticipation suffisante, notamment pour les flux massifiés. On n'est pas sur des moyens résiduels, on est sur des plans de transport qui doivent se travailler 18 mois à l'avance pour avoir la disponibilité des wagons, la disponibilité des sillons, l'organisation avec les entreprises ferroviaires, ce qui fait qu'effectivement ça peut paraître fastidieux quand on veut se lancer dans le ferroviaire et ce qui peut être effectivement difficile de se mettre en route. Effectivement, le ferroviaire, c'est comme le fluvial, c'est un petit peu moins agile que la route, il y a besoin d'anticipation et ce sera le maître mot. Sur la partie fluviale, effectivement, le fluvial c'est spécifique. Les chargeurs ont l'habitude de travailler avec des transporteurs routiers, c'est un flux qu'ils connaissent, ils ont l'habitude de travailler avec le routier. Ça fait partie justement des routines également. C'est un flux qui est flexible, qui est simple, alors que le transport fluvial apparaît plus complexe, plus rigide. Donc effectivement, quand on veut se lancer dans le report modal, il faut être accompagné et avoir recours justement à des commissionnaires de transport. Concernant les chiffres qui sont annoncés sur le fluvial, moi je les trouve plutôt encourageants parce que cette année 2024 a été quand même une année exceptionnelle pour le transport fluvial avec des événements relativement exceptionnels. Il y a quand même un pont qui s'est effondré, ça n'arrive jamais sur la Seine. On a eu aussi cet événement absolument magnifique qui était la cérémonie des Jeux Olympiques sur la Seine. Et tout ça, ça a entraîné quand même des contraintes de navigation. Donc les chiffres qui sont annoncés là restent pour moi très encourageants. Merci. On peut regarder à présent ce que ça donne en termes de qualité de service. Oui, alors la qualité de service, une précision tout d'abord, cette année, pour la première fois, on a travaillé en partenariat avec l'université Gustave Eiffel, qui commence à piloter pour le compte du ministère des Transports un observatoire national de la logistique. Donc on a, au-delà de questions générales sur la qualité de service qu'on a posées dans l'ensemble de nos baromètres sur chaque mode de transport, on a essayé d'aller approfondir quels sont les critères qui font varier vraiment la perception de qualité de service pour les chargeurs. On va y venir un peu plus précisément juste après. Donc simplement sur une vision globale de la qualité de service, vous voyez facilement avec les codes couleurs que voilà, la qualité de l'ensemble des modes doit encore s'améliorer. Globalement, les modes fluviaux ou fleuve-route sont mieux notés que les modes ferroviaires. Néanmoins, on voit que c'est contrasté. Ferroviaire conventionnel, on voit que c'est à peu près mitigé. Le transport combiné rail-route s'en sort mieux que le conventionnel. Mais on note par rapport aux résultats de l'année 2023 une évolution, quand même, une grosse majorité de chargeurs note que ça s'est amélioré en 2024 par rapport à 2023, donc c'est une tendance positive, même s'il reste toujours quelques déceptions. Sur le fluvial, c'est l'inverse. On voit que le fluvial conventionnel, qui est traditionnellement assez fluide, finalement, peut être même très bien noté par certains, alors que le fluvial combiné avec la route, c'est un petit peu plus délicat. Je fais juste un parallèle également avec le baromètre routier, puisque dans cette question, là, on demandait aussi d'évaluer la qualité de service du transport routier, du short-sea, cabotage maritime. Et vous voyez qu'on a en gros 85% des réponses qui sont plutôt une expression de satisfaction vis-à-vis du transport routier. Il faut savoir que dans le baromètre route, les résultats sont beaucoup plus modérés par rapport au transport routier. Donc on voit qu'il y a peut-être un biais d'appréciation de la qualité pour ceux qui font du fluvial ou du ferroviaire. On est habitué à des modes relativement avec beaucoup d'inertie. Et donc la vision n'est pas partagée. Je ne sais pas si Aurélien, du point de vue du GNTC, il y a des commentaires à faire sur ce qui mène à ces résultats finalement. Alors juste avant de faire un petit commentaire, un petit élément, je vois qu'il y a du noir sur le transport routier, inacceptable, ce qui n'existe pas dans les autres modes, par contre. Donc, tout à fait. D'une certaine manière, ça me rassure. Non, plus sérieusement, le sujet de la qualité de service, notamment pour le combiné rail-route en particulier, c'est un des fondamentaux aujourd'hui
qui va permettre ou pas de faire du report modal ferroviaire. Donc moi je veux juste insister pour expliquer que cette question de la qualité, avoir des trains qui partent à l'heure, des trains qui arrivent à l'heure, ne pas avoir d'aléas sur les réseaux, ne pas avoir d'aléas sur les flux d'une manière générale, c'est absolument indispensable aujourd'hui si on veut développer le report modal. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire depuis des années, notamment avec le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau, avec les entreprises ferroviaires, avec tout l'écosystème pour améliorer au maximum cette qualité de service. C'est pas facile, mais je crois quand même qu'il y a quelques progrès aujourd'hui. Bon, 2023, ça a été une année très très spécifique, très particulière, mais je crois que 2024 et 2025, on a quand même des améliorations aujourd'hui très sensibles, donc c'est plutôt encourageant aussi pour les chargeurs. Oui, d'ailleurs, sur le transport fluvial, qu'on parle de conventionnel ou de combiné, toutes les évolutions étaient jugées positives par rapport à l'année dernière, malgré les aléas qu'on a connus cette année, effectivement, du JO ou autre. Alors, on vient maintenant sur des critères un petit peu plus précis, donc sur l'appréciation de la qualité de service du fluvial, justement. Donc, on a 2 points qui sont mieux notés que les autres dans les différents critères. C'est vraiment le respect des délais. Vous voyez, globalement, les notes sont au-dessus de la moyenne. On était noté sur 6, donc respect des délais est à 4,5. La qualité de la relation client des opérateurs fluviaux est également saluée. Et puis, à contrario, on voit qu'il y a vraiment une attente qui est encore insatisfaite du côté de l'innovation et de la traçabilité qui sont jugées très insuffisantes. Mais globalement, voilà, une évaluation globale de la qualité de service au-dessus de 4 sur 6, ce qui est quand même un très bon résultat par rapport aux autres paramètres. Émilie, peut-être un commentaire sur ces éléments? Effectivement, oui, sur le respect des délais. Moi, je ne suis pas surprise que ce soit le critère qui soit plébiscité. En tout cas, pour IKEA, c'est vraiment l'élément qui a été le déclencheur du report modal. Nous sommes un retailer, un grand distributeur, et nous sommes guidés par la satisfaction de nos clients. Et à ce titre, le transport fluvial permet d'assurer la fiabilité de nos créneaux de livraison. On sait qu'au petit matin, l'ensemble des commandes des clients sont au cœur de Paris et elles sont prêtes à être livrées à leurs destinataires. Donc, grâce à la Seine, on vient s'affranchir de cet aléa qui est lié à la congestion en entrée de Paris. Donc, je me reconnais tout à fait dans le respect des délais qui sont propres au fluvial. Tu peux avancer. C'est bon. Alors pour approfondir un petit peu la capacité d'innovation, bon là vous voyez ce que je vous disais, on a seulement 14% de répondants qui ont dit que dans le fluvial la capacité d'innover était bonne. Et on s'est intéressé d'un petit peu plus près aux services innovants qui étaient attendus par les chargeurs et ceux qui leur étaient proposés. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est que la première attente concerne le développement du respect de l'environnement et donc en particulier des motorisations à énergie décarbonée. C'est le service le plus attendu par les chargeurs, c'est aussi celui qui est le plus proposé. En revanche, sur d'autres aspects, des innovations en matière de contractualisation, de mise à disposition de données, de traçabilité, de mutualisation par exemple, là on voit qu'il y a un assez grand décalage entre donc les barres roses qui représentent les services innovants attendus et les barres bleues qui sont les services proposés. Émilie, je crois que pour vous l'aspect mutualisation est particulièrement important. Oui, je pense qu'il y a vraiment 2 axes de développement sur le transport fluvial. Il y a la partie, on va dire, opérationnelle. Nous, nos flux reviennent à moitié vides ou à moitié plein, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, il y a une capacité à mutualiser ce qu'on appelle la reverse logistique et à augmenter ce trafic-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, comme c'est mentionné, la capacité de décarbonation. Ce que les chargeurs maintenant vont attendre, c'est comment est-ce que la flotte va assurer sa transition énergétique également et produire des bateaux qui puissent être aussi décarbonés. Merci. Si on regarde maintenant pour le transport ferroviaire sur ces mêmes critères, on voit que sont salués la qualité de la relation client. Donc ça, c'est plutôt un point positif dans les échanges avec les différents acteurs. Le respect des délais, qui est plutôt un point aussi qui est salué. Par contre, si on regarde dans les critères qui font l'objet d'une insatisfaction,
on retrouve la réactivité, les aléas, la traçabilité. Alors, au final, ce n'est pas très étonnant parce qu'on sait que le ferroviaire est structurellement un mode qui est assez peu flexible, in fine. Voilà. Nathalie, vous qui l'utilisez régulièrement, est-ce que vous vous retrouvez dans ces résultats? Oui, alors dans le ferroviaire, on est assez entier. Donc soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et donc on le voit, on est soit vert, soit rouge, mais on ne fait pas dans la demi-mesure dans le ferroviaire. Et effectivement, la note est quand même hyper sévère, puisqu'on atteint difficilement même la moyenne. Donc ça peut paraître être un petit peu le mauvais élève, mais je pense que cette qualité de service en fait faible, elle s'explique tout simplement par les difficultés à rattraper les aléas. C'est à peu près, allez, on va dire 15% de trains qui sont annulés chaque année, et avec beaucoup de difficultés finalement à les rattraper. Donc finalement, nous, industriels, on n'est pas là pour se faire plaisir, pour faire du train par plaisir, on est là pour faire tourner des industries. Donc forcément, on a du report modal. Et c'est vrai que dans les offres, et ça peut être un lien aussi avec les offres proposées par les entreprises ferroviaires, c'est que ces aléas ne sont pas forcément pris en compte. Mais ce n'est pas forcément des aléas qui sont forcément liés aux entreprises ferroviaires, ça peut être au réseau, ça peut être aussi à l'industriel, ça peut être un colis abandonné, ça peut être un passage à niveau en panne, que sais-je, peu importe. En tout cas, c'est la réalité. Et ces 15%, c'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est 15% de volume de perdu, et quels que soient en fait les secteurs de marché. Et donc à un moment donné, il faudra quand même se pencher sur ces qualités de service et sur ces trains qui ne sont pas réalisés. Et si on zoome sur la partie innovation, on en parlait aussi tout à l'heure, vous le voyez aux couleurs, c'est pas un mode qui est particulièrement reconnu pour son innovation. Pour autant, c'est un point qui est attendu de la part des chargeurs, notamment sur le ferroviaire, sur la mise à disposition de l'information, sur le partage des données. Effectivement, oui, sur le partage de données. Je pense qu'on a souvent aussi en image, sur le fret ferroviaire, une image un petit peu vieillotte, où finalement on doit toquer à toutes les portes pour avoir des fois des informations. Je pense qu'on est quand même à l'aube de l'IA, des objets connectés, avec nos applications. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi que nous, dans le ferroviaire, on change nos gestes métiers. On apprivoise aussi ces outils numériques pour qu'on puisse effectivement avoir aussi un peu de prédictivité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Sur les wagons, sur l'anticipation en fait, des circulations. Et vous pourrez aussi avoir ça au sein d'un seul et même outil, ce qui nous éviterait effectivement de frapper à toutes les portes. Et peut-être que ça nous amènera à aimer, à faire du fer. Peut-être pour clôturer sur cette partie satisfaction, on a demandé à nos chargeurs les critères qui s'étaient le plus améliorés depuis l'année précédente. Dans les deux cas, que ce soit ferroviaire ou fluvial, on voit que le respect de l'environnement revient dans le top 2, alors soit en première, soit en deuxième position. Et que sur la partie ferroviaire, la visibilité de l'offre, qui était un sujet il y a quelques années, ne l'oublions pas, est aujourd'hui saluée comme étant une vraie amélioration. Et sur le fluvial, on note la flexibilité de l'offre, que ce soit sur l'anticipation nécessaire, sur la capacité à répondre à des demandes court terme de certains clients. Voilà. Je vous propose à présent de regarder le report modal, ce que nous en dit aujourd'hui les chargeurs. Oui, alors concernant le report modal, la première question qu'on avait posée, c'était quel mode vous allez privilégier si vous effectuez du report modal. Vous voyez là très clairement, on a presque la moitié des chargeurs qui ont indiqué que c'était le rail-route, ensuite le transport ferroviaire conventionnel, puis le conventionnel fluvial et enfin le combiné fleuve-route. Clairement, on a sans doute un effet, un biais lié au panel pour avoir ces réponses-là, même si on sait que voilà, Aurélien, tu le disais tout à l'heure, les acteurs du combiné rail-route sont très sollicités par les chargeurs, il y a beaucoup de demandes, donc ça c'est un fait. Pour les autres parties, c'est sans doute lié en partie aux répondants du panel. Néanmoins, ça montre aussi que parmi les utilisateurs traditionnels de ces modes-là, il reste des gisements de flux encore à développer.
Ensuite, on a demandé quels critères seraient susceptibles de guider vos choix vers ce report modal, donc les critères qui favorisent le report modal vers les modes massifiés. En rouge, vous avez les répondants sur les modes ferroviaires et en bleu, le fluvial. Vous voyez que l'amélioration de l'offre, en termes notamment de fiabilité et de flexibilité, c'est vraiment le premier critère. Le deuxième, c'est l'incitation financière aux chargeurs. Et le troisième, c'est vraiment la réduction des externalités. On voit également que les chargeurs ont besoin de visibilité de la part de l'État sur les politiques publiques. On attend actuellement la publication de la stratégie nationale fluviale, des clarifications sur l'aide à la pince. C'est le quatrième critère qui est cité pour les deux modes. Émilie, donc on sait que c'est une nécessité. Donc au final, en premier rang, offre performante, des aides aux chargeurs. Est-ce que c'est votre vision chez IKEA? Alors, les incitations financières, comme son nom l'indique, ça ne peut être qu'incitatif au report modal. On ne peut pas construire un modèle économique sur des subventions. Donc il faut vraiment penser au modèle économique quand on se lance dans ce report modal. En revanche, la puissance politique, effectivement, elle a son rôle à jouer. C'est à elle de tracer la route et d'impulser le changement vers la décarbonation, de donner une feuille de route. Merci. Alors, on a de fait beaucoup d'aides qui sont disponibles pour les chargeurs liées au programme Remove, les fiches C2E report modal dans les deux modes, les aides de VNF, le PARM, on a des aides aux ITE dans le ferroviaire. On oublie? Je vais peut-être préciser parce que c'est assez nouveau quand même depuis un an ou deux. On a une fiche C2E spéciale fret ferroviaire pour les chargeurs. Et on a, depuis le début d'année, une fiche C2E spéciale fret fluvial aussi pour les chargeurs. C'est quand même une bonne nouvelle. Et j'incite tous les chargeurs qui sont dans la salle à regarder ces fiches-là parce que ça peut peut-être vous aider et vous inciter à faire du report modal. Elles ne sont pas cumulables, mais bon, elles existent, c'est déjà ça. On peut vous accompagner en tout cas à la UTF sur ces domaines-là, donc n'hésitez pas à venir nous voir. La deuxième question portait sur est-ce que les entreprises se fixent des objectifs de report modal et est-ce que vous avez des exigences vis-à-vis de vos prestataires? On a vu tout à l'heure que les commissionnaires avaient un rôle de prescripteur important. Forcément, les chargeurs sont aussi là pour inciter leurs prestataires de transport à aller vers ces modes massifiés. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les chargeurs sont quand même engagés dans le report modal. On a 2 tiers des répondants qui ont dit qu'en interne, ils se fixaient des objectifs. Il semble que ce soit encore majoritairement des objectifs partiels, peut-être pas avec des chiffres très précis ou des actions bien balisées, mais l'intention est là. Et puis, quant à la façon d'inciter les prestataires à proposer, à construire des solutions multimodales, on voit que un gros 40% des chargeurs pourraient peut-être encore faire mieux et augmenter ce rôle de prescripteur. Émilie, je vois que tu voulais réagir. Alors nous, c'est vrai qu'on livre déjà 65 à 70% de nos clients parisiens par la Seine, donc on essaye de pousser au maximum ce report modal. L'ambition, c'est effectivement de consolider les volumes qui sont livrés dans Paris et ça va passer aussi par l'ouverture d'un nouvel entrepôt en 2026 qui ouvrira à Limay, donc dans les Yvelines. Et là, ce sera l'occasion d'avoir un périmètre de livraison qui sera élargi et donc justement d'augmenter cette proportion de clients livrés par la Seine. Alors en 2024, on a quand même un chargeur sur 2 du panel là, qui nous a dit avoir effectué du report modal vers les modes massifiés. Donc au-delà des intentions pour le futur, c'est déjà un constat intéressant dans la conjoncture actuelle, c'est quand même clairement favorable au transport routier. Nathalie, chez Rocket, quelle est votre vision? Oui, alors les engagements restent quand même toujours un peu fragiles. Et on le voit d'ailleurs, je me reconnais bien effectivement dans ce baromètre. Les engagements et la volonté en fait de passer au mode ferroviaire restent quand même assez fragiles. Parce que souvent ça repose que sur quelques personnes en fait dans nos industries. Encore faut-il aussi avoir des raccordements ferroviaires ou d'être proche de nos clients avec des raccordements ferroviaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis surtout, on a une forte concurrence qui est la route, qui est beaucoup plus agile, qui peut réagir beaucoup plus vite et arriver directement chez les clients. Souvent, ce que je dis, c'est que quand une boîte est sur un camion, puisque finalement,
bien pouvoir faire les premières approches, les premiers kilomètres ou les derniers kilomètres effectivement par la route. Bien souvent, le camion il file et il ne repasse pas forcément par une plateforme multimodale. Donc je pense que l'engagement sera beaucoup plus fort des industriels à partir du moment où on aura des vrais engagements sur des transit time et sur des qualités de service qui vont pouvoir en fait rassurer les personnes décideurs pour pouvoir passer au mode et au report ferroviaire. On le voit hein, justement, parce qu'on pose également la question du report modal inversé. Et à environ la moitié de notre panel nous a répondu qu'ils ont fait sur 2024 du report modal inversé, que ce soit vers la route ou vers le shorty. Et pour certains d'entre eux, qu'on a calculé à 10%, qui l'ont fait durablement. Donc certains sont découragés par les aléas, par le manque de réactivité et peuvent changer leur supply chain pour retourner vers des modes qu'ils estiment plus flexibles. Donc c'est le cas dans le ferroviaire mais aussi dans le fluvial, même s'il apporte certaines fluidités dans le transport, dès lors qu'un industriel rencontre des difficultés, il se tourne vers des modes où c'est plus simple. Donc là, les injonctions business prennent le pas sur les volontés ou les incitations que l'on peut avoir. Pour finir, on a également un point sur le développement de nouveaux flux. Donc là aussi, on voit qu'il y a ça freine un peu sur le développement de nouveaux flux, que ce soit dans le ferroviaire ou dans le fluvial, où plus de 60% des personnes qu'on a interrogées ont mis un stop et ont renoncé au développement de nouveaux flux, et notamment dans le ferroviaire conventionnel. Là-dessus, on peut peut-être regarder aussi les spécificités de l'année 2024. Alors, comme tous les ans, on pose la question sur les problématiques autour des grèves. Donc encore une fois, ça apparaît comme un point très impactant et qui vient discuter les chaînes logistiques. Donc ça reste un point récurrent. Donc là, on est à 72% cette année qui estiment que les grèves ont eu un impact soit fort, soit moyen, donc quand même significatif. C'est un petit peu moins dans le fluvial, mais il y a eu d'autres problématiques cette année. Et je crois Aurélien, ça fait écho à des situations qu'on voit aussi côté commune. Oui, bon, c'est un vrai sujet, on va pas faire l'autruche sur le sujet. C'est un sujet qui a été très, très important en 2023. Je pense qu'on est encore dans la queue de comète de 2023 pour beaucoup de chargeurs qui ont été un peu échaudés par cette année un peu difficile. Moi, je voudrais quand même tenir un peu un discours positif, c'est-à-dire que toute la filière est mobilisée pour s'organiser, anticiper au maximum pour faire face à des aléas de type grève aujourd'hui. À la fois les opérateurs de combinés, les entreprises ferroviaires, les acteurs sur les plateformes multimodales, notamment quand c'est du combiné, et surtout, le gestionnaire d'infrastructure. Ils seront, je crois, dans la conférence d'après, mais on est en train de travailler avec eux. Je sais qu'ils travaillent sur un plan de résilience pour anticiper, mettre en œuvre des moyens pour anticiper au maximum, comme je le disais, l'impact de la grève aujourd'hui sur notre activité. Et je crois qu'on commence à avoir des résultats très encourageants. Donc j'ai plutôt un message positif sur ce sujet. Merci Aurélie. Peut-être pour finir sur le report modal. Oui, un panorama vraiment en demi-teinte, avec beaucoup de contradictions entre les intentions et puis ce qu'on réussit à faire. Alors dans l'actualité, on sait que potentiellement les réglementations vont se durcir pour inciter aussi les entreprises de plus en plus à décarboner et notamment le report modal est un des leviers. Alors sur cette question, il apparaît que les perspectives d'évolution réglementaire ne sont malgré tout pas déterminantes pour les chargeurs. À 70%, on a eu un non comme réponse à cette question, donc c'est pas la première chose qui guide le choix vers l'utilisation d'un mode massifié. En revanche, à contrario, on a à peu près 3/4 des répondants qui ont indiqué prendre en compte le coût du carbone dans les arbitrages entre différents modes de transport. Donc ça tendrait à dire on l'a vu juste avant, les choix ils sont vraiment guidés premièrement par les performances opérationnelles des modes, les aspects économiques bien sûr, environnementaux aussi, puisque
l'aspect vraiment, la possibilité de décarboner, la politique RSE apparaissait dans les premiers éléments, mais voilà, c'est plutôt des éléments très opérationnels finalement que la réglementation. Nathalie, qu'est-ce que ça inspire comme remarque de ton côté? Alors, ce que ça m'inspire, surtout dans le milieu, en fait, et dans le périmètre où nous sommes, dans l'agriculture, nous avons réussi, nous, à massifier, en fait, les flux par rapport à nos approvisionnements céréaliers. Donc, on arrive à faire du train complet, on est partout en France, en Europe, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, déjà, le premier objectif, ce sera déjà, nous, de pouvoir maintenir, en fait, déjà ce périmètre. Et souvent, je dis que dans nos usines, on rentre en supermarché, voire même en hypermarché. C'est la grosse cavalerie. Par contre, à la sortie, là, par contre, on est en épicerie. Et l'épicerie, là, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, nous, notre évolution et l'objectif, en fait, à 2030, eh bien, effectivement, c'est de pouvoir réussir à passer ce challenge, cette transition écologique, et de pouvoir passer en report modal. Et pourquoi pas, encore une fois, de pouvoir partir sur des nouvelles structures ferroviaires et puis nous permettre effectivement de développer en fait ces modes ferroviaires et le multimodal, parce que de toute façon tout le monde n'est pas embranché, donc on aura toujours besoin en fait de tous les modes de transport, et ça ce sera ma conclusion. Il n'y a pas un mode de transport mieux que l'autre, je pense que tous les modes de transport sont complémentaires. Le tout c'est qu'on soit effectivement bien positionné géographiquement, et puis normalement tout devrait bien se passer pour pouvoir vivre tous ensemble, parce que le soleil brille pour tout le monde. Merci Nathalie. Émilie, je crois que côté IKEA, c'est vraiment décarboné qui est l'essentiel. Hein. Oui, voilà, dans un contexte où il y a une forte instabilité politique, nous chez IKEA, on garde vraiment notre feuille de route et IKEA a pris des engagements très forts en matière de décarbonation et notamment en ce qui concerne la mobilité du dernier kilomètre. On s'est fixé l'objectif en 2028 d'atteindre 90% à minima de nos livraisons qui soient livrées en électrique. Et on s'y tient, et c'est déjà un objectif qu'on a atteint dans des grandes agglomérations, comme à Nice par exemple, où 95% de nos clients sont déjà livrés en électrique, ou à Lyon également à 93%. Donc, dans ce contexte d'instabilité, on garde notre feuille de route et on décarbone. Merci. Peut-être un petit mot de conclusion. Donc, ce qu'on retient cette année de la perception des chargeurs sur le transport ferroviaire, fluvial et combiné, il y a tout de même une amélioration de la compréhension et de la lisibilité du système ferroviaire, même s'il reste encore en dessous des attentes, en tout cas pour un quart d'entre eux. Donc, c'est une marge de progrès. On a également une amélioration de l'adéquation entre le besoin et l'offre. Donc on a vu des améliorations, mais il y a encore des attentes, notamment sur la partie innovation et sur la partie qualité de service. Oui, la qualité de service, on continuera à approfondir le sujet, hein, notamment dans le cadre des travaux avec l'UGE dans les années à venir. Bon, on sait qu'elle doit s'améliorer, même si le fluvial est un peu mieux noté que le ferroviaire sur ce point, mais on a vu que c'est une cause de report modal inversé, hein, la non-qualité, donc c'est vraiment dommage. Et puis comme je le disais tout à l'heure, les chargeurs sont vraiment volontaires pour faire du report modal, avec des critères opérationnels d'abord, économiques, environnementaux. Donc il y a pas, ils sont dans une démarche volontaire, la réglementation n'est pas forcément vraiment ce qui guide les choix. Merci à tous pour votre participation à cette table ronde et n'hésitez pas, s'il y a des questions dans la salle, s'il y en a qui ont peut-être encore une minute ou deux pour une question. Sinon, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de la conférence, on pourra poursuivre le débat passionnant autour du ferroviaire et du fluvial. Je peux peut-être aussi faire un petit mot de conclusion pour IKEA. C'est vrai que se lancer dans le report modal, c'était quand même innovant pour IKEA en France, parce qu'on était la première entreprise à se lancer sur ce mode de livraison de clients finaux. Et cette innovation, on l'a fait effectivement grâce à nos partenaires, grâce à Warning, Box2Home qui est notre commissionnaire de transport. Et comme je vois les gilets bleus là-bas de Trusk, je voulais aussi les remercier parce que c'est aussi grâce à eux qu'on livre nos clients par la Seine. Voilà, donc merci à nos partenaires. Merci beaucoup. Eh bien, merci.
d'avoir rencontré vous.